Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Bruit dans un café des croissants. On est toujours au Grand Rond. Dans l'épisode précédent, on parlait de culture en lutte. C'est vrai que la question de l'art, de la culture est éminemment politique. On va continuer à en parler avec mes invités, donc Jérôme, qui est prof aux Beaux-Arts, enfin à l'ISDAT, on dit, mais on va dire aux Beaux-Arts. Hein. Ça s'appelle l'ISDAT, l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, mais par commodité, on dira les Beaux-Arts et tout le monde sait de quoi il s'agit. Merci, ça m'arrange, Jérôme, donc prof à l'ISDAT, mais aussi représentant syndical SNEAT CGT. Quentin, qui ne représente pas, il est ici en son nom propre, mais il est membre de l'association Mandal et futur repreneur du bar Le Ravelin. Sophie et Beryl du Théâtre du Grand Rond. Alors, l'art en danger, l'art un danger, ou les deux, vous avez 1 minute pour y répondre. UCD, générique. Donc je suis Ise, Gouard et Sacha sont à la technique. Jérôme, je me tourne vers toi, mais vous avez la possibilité, chacun et chacune, d'intervenir quand vous le souhaitez. La question de l'art politique. Alors dans l'intro, j'y suis allée direct, j'ai dit que ça l'était. T'es d'accord avec ça et de quelle manière ? Que l'art est politique ? Ouais. Oui, l'art est politique de plein de manières. L'art est politique parce qu'il porte des propos, des visions de société, des propos sur la société, des visions de société. L'art est, et que ça c'est politique. L'art est politique selon la manière dont il est produit. Que l'on y réfléchisse ou pas, l'art est produit dans des économies, des réalités matérielles qui sont traversées de rapports politiques. L'art est politique parce qu'il dépend beaucoup des décideurs politiques, pour le meilleur et pour le pire. Donc ça, malgré lui, ça en fait de toute façon un fait politique. Et voilà, et surtout parce que l'art est aussi un travail, en fait. C'est quelque chose qui est peu dit, qui est beaucoup pensé aujourd'hui, mais qui a été peu dit très longtemps, que l'art est un travail comme beaucoup d'autres choses, et que le travail est traversé de rapports sociaux et de dimensions politiques. Ouais, donc à la fois objet et sujet politique. Complètement. Les Beaux-Arts, l'ISDAT. Ouais, les Beaux-Arts, oui. C'est une école qui est en lutte, et depuis longtemps. Depuis un paquet d'années maintenant, enfin depuis plusieurs années, y a Vous défendez quoi ? Parce qu'on ne va pas dire contre quoi, mais non, pourquoi plutôt ce qu'on défend, c'est le service public de l'enseignement supérieur artistique et plus largement le service public de l'art et de la culture. C'est une école qui a un rapport assez historique et permanent à la lutte et à la politique, justement. Là, il y a une séquence qui a du mal à s'interrompre depuis plusieurs années. Pour faire peut-être un rapide rappel des faits sans que ce soit trop non plus laborieux. On est en lutte principalement depuis 2022, enfin de manière continue, disons depuis 2022, en raison au départ d'un déficit budgétaire important qui a affecté l'école, qui résultait de deux raisons, des raisons conjoncturelles liées à une mauvaise gestion financière de l'école, ça c'est une réalité, et de raisons un peu structurelles, qui est que l'école fonctionne avec le même, comme toutes les écoles d'art public en France en fait, fonctionne avec les mêmes budgets plus ou moins depuis 15 ans, enfin il n'y a pas eu d'évolution significative. En revanche, en 15 ans, non seulement le coût de la vie a énormément augmenté, mais aussi la nature de l'enseignement, des activités qui sont menées dans les écoles d'art a beaucoup changé. Il y a eu des réformes importantes il y a une quinzaine d'années justement, et l'enseignement en école d'art s'est ouvert sur des enjeux internationaux, sur la question de la recherche, les enseignements se sont renouvelés. Tout ça a un coût en fait, et puisque les moyens n'ont pas suivi, aujourd'hui les budgets dont on dispose ne conviennent plus en fait à nos missions, ne suffisent pas à faire fonctionner l'établissement. Et donc tout ça, ça a des conséquences en termes d'austérité sur le fonctionnement de l'école. Et on est en lutte pour préserver des postes, on est en lutte pour préserver les moyens avec lesquels les étudiants travaillent, on est en lutte pour préserver la qualité de ce qui se passe dans l'école des Beaux-Arts, tout simplement. Du côté Beaux-Arts, du côté musique et danse aussi, puisque on dit les Beaux-Arts par commodité, mais l'ISDAT comprend un département musique, un département danse, en plus de l'enseignement de l'art, du design et du design graphique. Et donc il y a eu une première phase
phase au cours de 2 années scolaires entre 2023 et 2024 où on s'est volontairement saigné à blanc pour ramener le budget à l'équilibre. La ville refusant, en fait, nos tutelles, la ville, la métropole, l'État, refusant de donner davantage d'argent. Donc, faute de pouvoir avoir davantage d'argent pour faire fonctionner l'établissement, on a fait d'énormes économies sur le fonctionnement pédagogique de l'école, puis en ne renouvelant pas des postes, en précarisant les postes existants. Et au moment où le budget, donc ces efforts ont été tellement importants qu'assez vite le budget est redevenu à l'équilibre. La ville a comblé le déficit avec une subvention importante, ça, bon, faut le reconnaître. Ensuite, on est revenu à l'équilibre, voilà, en s'imposant des dépenses, des économies plutôt que des dépenses justement très fortes. Et là, l'an dernier, en 2025, la ville a décidé de nous réduire sa dotation de fonctionnement de 10%, donc de 460 000 euros en moins. La métropole et puis l'État ont également baissé légèrement leur contribution. Donc au moment où on revenait difficilement à l'équilibre, on a perdu 500 000 euros sur un budget de fonctionnement qui, à ce moment-là, était d'un peu plus de 7 millions d'euros. Alors, je t'interromps juste parce qu'il y a une question de vocabulaire. C'est vrai que la mairie a beaucoup communiqué sur 10% en ne parlant que de pourcentage. Oui, parce que 10% sur votre budget d'école publique, c'est énorme. Voilà. En fait, c'est pas que chez nous. L'an dernier, peut-être qu'il en a déjà été question, la mairie a d'abord gelé 40% des subventions de toutes les structures culturelles qu'elle subventionne. Ses services culturels et puis les structures subventionnées, comme c'est le cas de l'ISDAT. Ça veut dire que au début de l'année, la mairie a donné 60% de la somme habituelle en disant les 40% suivants, on ne sait pas, on attend, on verra plus tard dans le courant de l'année. Donc ça a mis tout le monde en état un peu de panique et d'incertitude parce qu'avec 40% de moins, on ne sait pas comment faire fonctionner une structure sur l'année complète. On fait une progression pédagogique. Voilà, c'est ça complètement. Et donc ça a été une stratégie assez habile de la ville, ça, de cette histoire du gel, parce que tout le monde était dans l'expectative sans savoir véritablement à quoi s'attendre. Ça a beaucoup divisé aussi parfois les structures culturelles, je pense, certaines voulant pas trop, jouer les bons élèves en espérant que le retour de bâton serait plus doux. Au final, ce qui s'est passé, c'est que les structures ont eu, dans la quasi-totalité d'entre elles, entre 5 et 30% de baisse de leur dotation. Et en moyenne, il semblerait que ça fasse effectivement 10%. Mais ce chiffre est très trompeur parce que 10% selon le budget des structures, ça peut représenter une somme énorme. Et puis surtout, selon le modèle de fonctionnement budgétaire des structures, 10%, ça peut véritablement remettre en cause le fonctionnement, en fait. Oui. Et nous, avec 500 000 euros de moins sur une somme de 7 millions, 7 millions, c'est sûr, c'est confortable, c'est une grosse somme, mais 500 000 euros, c'est une grosse part de ces 7 millions quand même. Donc concrètement, là, en 3 ans, on a perdu une dizaine de postes dans les équipes enseignantes, mais aussi ce qu'on appelle les services supports, les équipes administratives et techniques qui font fonctionner l'école au même titre que le personnel pédagogique. Le nombre des étudiants moniteurs a été réduit de moitié. Les étudiants moniteurs, ce sont celles et ceux qui sont salariés par l'école pour s'occuper des ateliers techniques en soutien du corps enseignant, en plus de leurs études. Et donc les ateliers peinture, sérigraphie, bois, métal, où nos étudiants travaillent, fonctionnent en termes d'horaire d'ouverture avec des étudiants moniteurs. Donc ça a été réduit de moitié, ce qui veut dire que concrètement, les ateliers sont fermés une partie du temps et que les étudiants ont moins de facilité pour faire leur travail. Les budgets pour l'achat des matériaux, pour les interventions extérieures, les voyages d'études, tout ça est passé... On comprend qu'il y a une baisse de la qualité, il y a une baisse de tout. Il y a une dégradation, exactement. Et des conditions de travail et des conditions d'études pour les étudiants. Est-ce que tu dirais que c'est une volonté, c'est pas une volonté plutôt, que c'est une nécessité économique? Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. Ou est-ce qu'il y a une volonté politique? Et si oui, laquelle? Alors, c'est présenté comme une nécessité économique, c'est-à-dire que ce que nous disent les élus municipaux, c'est « Ah, mais vous comprenez, l'État nous donne moins d'argent, donc on est coincé, on ne peut pas faire autrement. Et puis, il y a des priorités pour les Toulousains et les Toulousaines. Voilà, c'est déjà énorme le soutien qu'on vous apporte. On ne peut pas faire autrement que de réduire les subventions. » En réalité, moi, je pense que c'est un choix politique. C'est-à-dire que c'est vrai que l'État donne moins d'argent aux collectivités locales. C'est un problème pour le financement des lieux culturels. Pour autant, avec des budgets somme toute importants, la ville de Toulouse fait des choix et décide de mettre son argent sur certaines priorités et pas d'autres. Manifestement, en ce moment, la culture, c'est pas du tout une priorité de la municipalité toulousaine. C'est plutôt la ligne C du métro. La ligne C du métro, la sécurité. Nous, notre élu, c'est une des élus de la culture de Toulouse. Quand tu dis notre élu, tu peux préciser voilà, la présence. Nicole Yardeni, qui est une des élus à la culture de la ville de Toulouse, est présidente du conseil d'administration de l'école, présidente de l'école.
Donc vos liens avec la politique, ils sont quand même... Ah oui, donc l'école est un établissement public autonome, c'est une école publique. Concrètement, ça veut dire qu'elle est financée par l'argent de la ville, de l'État et de la métropole, et qu'il y a des représentants de ces 3 collectivités-là, État, ville, métropole, dans le conseil d'administration, et en fonction en fait proportionnellement à l'argent amené, quoi, en quelque sorte. Donc la ville est la plus présente, et la présidence de l'école revient à l'élu à la culture de la ville. Et Nicole Iardeni dit très clairement, nous devons faire des choix politiques qui correspondent à ce que veulent les Toulousains, et les Toulousains veulent de la sécurité, donc c'est ce qui nous est dit. Et donc malgré tout, on fait l'effort de soutenir l'ISDAT, soyez bien contents avec ça. Et Nicole Iardeni et la ville de Toulouse plus largement nous disent aussi, c'est la faute de l'État parce que l'État nous donne moins d'argent, mais cela étant dit, on sait aussi que l'État lui-même fait face à une dette publique colossale, et nous sommes soucieux, la droite toulousaine, de l'équilibre budgétaire, parce qu'on leur dit, mais on est d'accord avec vous en fait sur le fait que l'État devrait financer plus l'école, l'enseignement supérieur. En fait, c'est une mission qui relève plus de l'État que de la ville en réalité. Donc allons-y ensemble demander de l'argent à l'école. Nous, on est prêts à faire ça. Et là, dans ces cas-là, la ville nous dit non, mais vous comprenez, la dette publique, on est quand même soucieux, et donc on ne demandera pas d'argent en plus à l'État. Donc en fait, c'est des choix politiques. Il y a un double discours. Il y a un double discours, et puis derrière ces choix économiques, on voit qu'il y a une idéologie politique, très clairement. Quelle est-elle, cette idéologie politique ? On peut la nommer de diverses manières, mais elle est libérale, elle est capitaliste, elle vise à privilégier l'éclatement du bien commun plutôt que les services publics. Voilà. Et en quoi les beaux-arts, tu dirais qu'ils sont justement le symbole, ou en tout cas l'image de... Enfin, est-ce qu'ils menacent ce modèle-là dans leur enseignement ? Le modèle des services publics et du bien commun, non, l'inverse, pardon. À l'inverse, oui. Oui, excuse-moi, je me suis mal exprimée peut-être. Est-ce que ça menace Est-ce qu'ils se sentent menacés ? C'est-à-dire ou alors, je vais poser la question différemment. Est-ce qu'il y a une radicalisation des hommes et femmes politiques aujourd'hui ? Ah oui, ça, je pense, oui. C'est-à-dire que très clairement... c'est plus clair. Oui, voilà, c'est clair, je vois de quoi tu parles. Malheureusement, je pense, c'est-à-dire qu'indépendamment de la couleur politique de nos élus locaux, dans les relations que nous avons avec elles et eux, on voit qu'effectivement, il y a une forme de radicalisation. Moi, je dirais qu'il y a une trumpisation, pour dire les choses un peu clairement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont capables de nous soutenir que blanc c'est noir, que vert c'est rouge, qui peuvent nous dire des contre-vérités en les assumant comme telles, qui sont convaincus d'avoir l'expertise sur absolument tous les sujets quand manifestement ils ne l'ont pas. Et puis tu dirais qu'il y a un dédain ou il y a un mépris. C'est Sophie qui employait ce mot tout à l'heure, de mépris. Oui, il y a nous, on ressent un fort mépris pour les équipes de l'école et pour les étudiants. C'est-à-dire qu'effectivement, on est considérés comme des fauteurs de troubles qui gaspillons l'argent public et qui se plaignent les poches pleines et qui... des assistés aussi. Ouais, des assistés. Puis il est considéré que ce qu'on fait est une sorte de luxe inutile et sûrement que c'est considéré par en tout cas un certain nombre d'élus comme étant de l'ordre du trouble public, effectivement, du trouble à l'ordre public. Ouais, c'est ça. Et en même temps, la mairie, la municipalité, elle met aussi de l'argent dans des projets culturels. On pense à les machines, on pense aux expos qu'il y a aux abattoirs. Il y a des grosses machines. Ouais, c'est très paradoxal parce que l'école des Beaux-Arts est une de ces grosses machines. Même il nous reste quand même 6,5 millions de budget. Bon, on ne peut pas dire qu'on est une petite structure. C'est une grosse structure qui ferait le grand rond avec 6,5 millions. Voilà, c'est ça. Non, mais moi j'assume tout à fait de reconnaître que c'est une grosse machine. Au même titre, moi ce que je connais, c'est le champ des arts visuels. Disons que dans le champ des arts visuels, il y a 2 paquebots et demi, il y en a ou 3. Il y a les abattoirs et l'ISDAT, disons. Et là, les machines qui est pluridisciplinaire, qui est à la croisée des arts visuels et des arts vivants, je dirais. Je dirais que la ville a une politique très paradoxale, c'est qu'elle a tendance à faire plus d'efforts sans doute pour ces gros paquebots que pour le tissu de terrain qui se trouve complètement éclaté là, ces dernières années, dont la diversité tend à s'amenuiser très clairement du fait d'un retrait du soutien de la ville. Sur le champ des arts visuels, il y a des lieux aussi divers que Croix-Baragnon et Mixart-Myris qui ont disparu en quelques années. Croix-Baragnon, c'était le service municipal d'art contemporain, quartier des Carmes. Voilà, Mixart-Myris, un lieu alternatif. Bon, on en parlera. Un peu
deux opposés dans le champ, dans le spectre de la culture pour ce qui concerne les arts visuels. Les deux ont disparu. Voilà. Donc, dans tout ce qui était de l'ordre de structures plus sur le terrain, peut-être, aujourd'hui, ce qu'il reste, les lieux comme Lieux communs, le BBB, les centres d'art de proximité, les centres culturels, tout simplement, municipaux, tous font face à des difficultés extrêmes. Donc, la ville, voilà, SAP, c'est son maillage local de terrain, et ces structures phares, disons, celles qui sont des vitrines, des paquebots, on peut les appeler comme on veut, paradoxalement, elles ne leur donnent même pas l'ambition de fonctionner, les moyens pour fonctionner à la hauteur de ce que seraient supposées les ambitions d'une grosse structure comme ça. Je pense que c'est vrai aussi pour l'Orchestre du Capitole, dans le champ de la musique, pour tout un tas de structures dans lesquelles beaucoup d'argent sont investis, mais d'une manière contre-productive, je dirais, parce que sans aucune exigence, si ce n'est celle de se dire comment va-t-on faire pour faire croire aux gens que cet argent, que les modifications, l'austérité, les changements de programme sont faits pour faire venir de plus en plus de gens, parce que nous, la ville nous tient un discours de, pour l'école des beaux-arts, par exemple, il faut développer les cours publics, les cours amateurs. Et moi, je suis d'accord avec ça. Une école publique, c'est très bien si elle a une offre de cours amateurs. Les abattoirs, il faut faire des expos blockbusters parce que ça attire du monde. Bon, derrière ces intentions-là, il n'y a pas d'intention de démocratisation de la culture, il ne faut pas se leurrer. Il y a juste l'intention de rentrer de l'argent et de faire payer aux Toulousains ou aux Toulousaines le plus possible l'offre culturelle qui leur est donnée. C'est ce qu'on vous demandait aussi. On vous demandait d'augmenter vos tarifs, en fait. Oui, moi, je voulais ajouter un chiffre aussi que la ville communique, ou en tout cas le candidat Moudin communique actuellement, c'est que la ville de Toulouse sort 150 millions par an pour la culture. Et je sais plus, il me semble que c'est le deuxième poste, je crois qu'ils disent que c'est le deuxième poste, je voudrais pas dire de bêtises, bref, que c'est vraiment un poste important pour la métropole et que c'est peut-être pas le cas de toutes les métropoles. Donc juste prendre ce chiffre-là, quand on le prend, c'est ce qui leur permet de dire que la culture, c'est une priorité. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ces 150 millions et à qui est-ce qu'ils vont, comment est-ce que c'est réparti. Et c'est ça qu'il faut questionner. C'est quelle culture, il ne faut pas dire qu'ils qu'ils ne parlent pas de culture et qu'ils ne veulent pas de culture, parce qu'ils vont te répondre que si, bien sûr, on sort 150 millions. Oui, mais c'est oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on disait aussi, c'est de quelle culture on parle. Quentin, toi, tu es dans une culture un peu alternative, en fait. Ouais, un micro pour Quentin. Oui, alternative, oui, on peut le dire. Ouais, c'est ça. Ouais. On est loin des subventions, de l'action publique, loin de tout etc. Ça. Moi, je suis le petit joueur au milieu de vous trois, quoi. Mais ouais. mais du coup, comment ça vit ce milieu-là ? Est-ce que tu as le sentiment que ça se maintient justement parce que c'est... Il y a une grande différence, c'est que nous, on fait pas ça pour vivre. Et voilà. C'est là où toute la différence, quoi. Nous, tant qu'on rentre à peu près dans nos frais et qu'on peut défrayer les artistes qu'on programme, on est content. Voilà. Ouais, c'est ça. Et je voulais d'ailleurs poser cette question parce que tu es prof et que en face de toi, tu as des gens qui veulent vivre de la culture. Oui, est-ce qu'on peut espérer vivre de la culture ? Est-ce qu'on peut vivre de la culture aujourd'hui et espérer en vivre dans les années qui viennent ? Alors, je peux donner quelques chiffres qui montrent que c'est pas impossible, mais que la difficulté pour le secteur des arts visuels, puisque là, les gens conformes, on va dire, à l'école des beaux-arts. Aujourd'hui, en France, il y a 75% des artistes en arts visuels qui gagnent moins de 5 000 € par an. Et le revenu médian, donc celui qui gagne le plus de personnes, il est de 8 389 € par an. Donc à la question est-ce qu'on peut vivre des arts visuels, d'être artiste ou graphiste, designer, oui, puisqu'il y a une partie des personnes qui ne sont pas dans ces chiffres-là, mais de façon majoritaire très difficilement, puisque là les revenus que je donne, ça ne correspond pas à un salaire justement, quoi. C'est des personnes qui vivent du cumul de ces maigres revenus avec le RSA ou avec différents dispositifs. Donc c'est extrêmement difficile, d'autant qu'il n'y a pas à ce jour de dispositifs du type assurance chômage, quelque chose qui serait l'équivalent de l'intermittence, qui pourrait exister en fait, mais qui n'existe pas dans le champ des arts visuels. Il y a une grande disparité derrière ces chiffres-là de pratique. Selon la pratique des artistes, il y a des disparités énormes. Ces disparités, elles sont de genre aussi. Très clairement, les artistes hommes gagnent plus d'argent que les artistes femmes. Mais toujours est-il que salaire médian, revenu médian plutôt, 8 300 et quelques euros par an, et plus de 75% qui gagnent moins de 5 000 € par an. Donc structurellement, il y a une difficulté à en vivre, effectivement. Ouais. Et on pouvait espérer à un moment donné que la politique en fait se sortait du champ de la culture pour la laisser vivre et avait compris que ça faisait partie des biens publics. Les choses sont en train de changer, comme tu le disais. Il y a aussi un effet domino. On en a parlé un petit peu en dehors quand on prépare l'émission.
parce que il y a un réseau culturel, il y a un écosystème, vous pouvez intervenir, on a commencé à en parler dans notre épisode, il y a un effet domino, c'est-à-dire que quand un gros paquebot se voit limité dans ses moyens, ça veut dire que le reste de ses partenaires... Les lieux travaillent beaucoup ensemble, et un des intérêts d'avoir des paquebots, c'est qu'ils puissent aussi travailler avec des structures plus petites, qui elles-mêmes travaillent ensemble, qui travaillent avec les plus grosses. Quand une structure est en difficulté, très souvent, par effet domino, effectivement, ça se répercute aussi sur les autres. Alors quand elles sont toutes attaquées, c'est tous les dominos qui tombent dans toutes les directions, et là c'est la cata, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Ouais, mais justement, et j'aimerais peut-être qu'on finisse là-dessus, je crois, on est juste, sur cette question il me semble que dans cet écosystème, il devrait y avoir solidarité, puisque tout le secteur dans l'ensemble est quand même attaqué ou négligé ou méprisé, on emploie le terme que l'on veut. Est-ce qu'il y a une véritable solidarité? Est-ce que tout le monde tient ce même discours, ou est-ce que finalement on serre un peu les fesses en attendant que l'orage passe et en attendant de survivre soi? Je dirais qu'il y a une solidarité des travailleurs et des travailleuses. J'inclus là-dedans les étudiants qui sont des travailleuses en formation, dans le sens où les personnes s'organisent au sein de syndicats ou de collectifs. À Toulouse, il y a un collectif qui s'appelle Travailleuses de l'Art 31 qui réunit les travailleurs et travailleuses du champ des arts visuels, donc artistes, graphistes, salariés des structures. Et par la base, si je peux employer des gros mots, il y a une solidarité qui se construit, de l'entraide et puis de la volonté de s'organiser, effectivement, de se structurer et de s'organiser. Ce qui est assez nouveau dans le champ des arts visuels, qui historiquement est un champ très individualiste et éclaté, sans beaucoup d'organisation syndicale et politique. Donc ça change. Que cette solidarité existe entre les structures en termes de prise de position officielle, c'est moins vrai malheureusement, parce que la précarisation des structures est telle que beaucoup de responsables de structures hésitent à prendre parole au nom de leur institution. Ils peuvent le faire individuellement, y compris eux-mêmes en tant que eux et elles-mêmes en tant que salariés de ces structures. Ou même en termes de programmation, il peut y avoir une programmation qui justement peut être aussi critique d'un certain modèle. Les programmations, beaucoup aujourd'hui portent des propositions artistiques qui peuvent être critiques des dysfonctionnements multiples et variés de la société. Il n'y a pas trop de problème à cet endroit-là. L'endroit où on voit parfois un manque de solidarité qui malheureusement peut, c'est pas qu'il est excusable, mais il peut se comprendre, c'est la façon dont les structures sont très frileuses à prendre position, alors qu'il me semble que si collectivement les structures en tant que structure disaient mais là c'est pas possible, en fait il y a aussi des choses qui peut-être pourraient bouger. Là, en l'état actuel des choses, pour ce que j'observe en tout cas, ça repose beaucoup sur les salariés, sur les artistes, sur les étudiants, et pas sur les structures en tant qu'expression institutionnelle. Ouais, c'est ça. L'institution, elle n'est pas politique, ou en tout cas, elle se politise pas. Et quand elle le fait, manifestement, ça pose problème, puisqu'on nous dit restez à votre place, vous faites de l'art, pas de la politique. Il y a un peu une mécompréhension de... Ce qui est fou de ce que c'est que l'art et la politique. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Quentin, Sophie Beryl. Merci à tous. J'espère que vous avez pris plaisir à cet échange. Et on se retrouve pour un prochain épisode où on parlera du punk dans nos vies. Je pense que c'est important. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. Je ne sais pas si je l'ai dit au début de l'épisode, alors je le redis. De nous suivre et de nous liker, de nous abonner, tout ça. Merci. Ciao.